c'est avec plaisir qu'on accueille aujourd'hui Dr Urabah qui va nous parler d'une urgence très fréquente et très importante, les appendicites aigus. Et le deuxième cours, ça concernera les cancers des voies biliaires avec professeur Sidi Idriss. Dr Urabah, c'est avec plaisir que je te cède la parole. Merci beaucoup, merci, bonjour à tous. Alors, j'ai été chargée aujourd'hui de vous parler d'une pathologie très fréquente en fait. Qui ne connaît pas l'appendicite aiguë, au moins de nom. Donc, comme son nom l'indique, elle correspond à une inflammation, à un état inflammatoire de l'appendice iléo-cécal. C'est une pathologie très Docteur Urabah, les problèmes commencent. On a un problème de son. Ah bon, le volume pourtant. Tu as une bonne connexion parce que ça se coupe. Oui. Elle est instable, mais j'ai une bonne connexion, non? Instable, ça veut dire qu'elle est instable. C'est pas ça. Donc, on n'a pas bien entendu, c'était entrecoupé. Hein. D'accord, je reprends, il n'y a pas de souci. Mais là tu as une bonne connexion de là où tu es. Oui. Allez, vas-y. Je reprends? Oui, parce que c'était ça se coupait. D'accord. Allez, bon, si jamais il y a des soucis, il faut m'arrêter à chaque fois, je reprends, hein, pas de problème. OK? Allô? C'est bon? C'est OK, tu peux y aller. Ah, OK, parce que donc, quand je ne te vois pas, mais c'est pas alarmant. Hein? OK. Non, c'est pas alarmant. Tu seras D'accord. plus à l'aise. D'accord. Pas bon, non, il n'y a pas de souci. Alors, bonjour à tous, je suis le docteur Urabah, chirurgienne à la clinique de Bussy. Et on va parler aujourd'hui d'une infection très fréquente, qui est supposée être connue de tout le monde, même ceux qui ne sont pas médecins, c'est l'appendicite aiguë. Comme son nom l'indique, c'est l'inflammation aiguë de l'appendice iléo-cécal. C'est une pathologie très fréquente, elle est même c'est celle qui occupe la première place des urgences chirurgicales point de vue hospitalisation. Elle concerne quasiment tout le monde puisqu'elle survient à tout âge. Elle est exceptionnelle avant l'âge de 1 an, elle n'est pas très fréquente avant 3 ans et elle n'est pas exceptionnelle non plus à un âge avancé. Le pic de fréquence le plus important, il est chez les enfants à partir de l'âge de 6 ans, mais c'est aussi une pathologie de l'adulte jeune. Son diagnostic, il est essentiellement clinique, puisqu'avant, on arrivait à se passer des examens complémentaires, radiologiques et même biologiques pour établir un diagnostic et passer les patients sur la table. Mais là, actuellement, avec les avancées de la radiologie, surtout l'échographie et parfois le scanner, qui peuvent poser le diagnostic, mais qui peuvent surtout nous aider quand il y a une errance diagnostique, quand le diagnostic n'est pas évident. Donc, c'est pour confirmer l'appendicite et éliminer ce qui ne l'est pas. Elle présente des particularités, l'appendicite aiguë, du fait de l'absence de parallélisme anatomo-clinique. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, parfois, on assiste à des patients qui ont une clinique très parlante, c'est-à-dire que c'est des signes généraux importants, une douleur très importante, un état de mal-être. Et bizarrement, quand on ouvre lors de l'intervention, on trouve que les lésions ne sont pas très avancées. Inversement, on peut assister, mais surtout chez le sujet âgé, à des signes très discrets. C'est-à-dire que c'est une douleur sourde, une douleur qui n'est pas permanente, qui n'est pas alarmante, qui n'entraîne pas des signes d'agitation. Et à la grande surprise, quand on opère, on se retrouve devant des lésions assez avancées d'appendicite phlegmoneuse ou même perforée. Toute appendicite n'a pas d'évolution prévisible, c'est-à-dire une appendicite simple. Si on ne la traite pas à temps, on ne peut pas prévoir son évolution. Les appendicites en fait résolutives sans traitement sont exceptionnelles, mais par contre, une appendicite simple peut donner différents tableaux d'évolution. Elle peut rester stable, elle peut juste se compliquer, j'allais dire, modérément, ou alors donner directement des tableaux avec une décompensation, altération de l'état général et parfois des signes même de septicémie. Sa troisième caractéristique, en fait, c'est le polymorphisme clinique.
c'est une pathologie qui peut donner différents tableaux en fonction de par rapport à des critères anatomiques, des critères de terrain en fonction de l'âge. Et c'est ce qui donne en fait sa grande variété. Avec l'avènement de la radiologie, dont je l'ai dit tout à l'heure, on est de moins en moins interventionniste. Si avant on avait un faisceau d'arguments qui plaident en faveur de l'appendicite et que l'on va opérer, maintenant avec la radiologie, on arrive à éviter les appendicectomies en fait inutiles et plutôt en fait devant les erreurs diagnostiques devant une suspicion d'appendicite, et donc on évite de réaliser des cholécystectomies inutiles. Le pronostic de l'appendicite, en général, il est bon, mais il dépend essentiellement du délai écoulé entre l'apparition des premiers signes, c'est-à-dire la douleur ou peut-être l'état nauséeux, et le délai de prise en charge. Plus on intervient vite, et mieux c'est pour les patients, mais avec un diagnostic quand même de certitude. Alors, on parle d'appendice, d'appendicite et donc d'appendice. À quoi correspond cet organe? En fait, c'est un petit tube qui est flexueux. On appelle habituellement aussi l'appendice vermiculaire parce qu'il ressemble en fait au mouvement de contorsion d'un verre. Et donc, il a une longueur variable qui est en moyenne entre 7 à 8 cm, mais qui peut atteindre jusqu'à 12 à 15 cm. Il se situe à 2 à 3 cm en dessous de la jonction iléo-colique, habituellement sur le côté latéro-interne du cécum. Il présente un trajet descendant et descendant, donc il est vers le bas et en interne. La situation de cet appendice en fait est fonction de la morphologie et de la situation du cécum dans l'abdomen. Donc en fonction de la morphologie, si la personne est longiligne, si la personne présente une morphologie particulière, mais surtout de la position du cécum. Mais on retient que classiquement ou majoritairement, l'appendice se situe au niveau de la fosse iliaque gauche, au niveau du point de McBurney, c'est-à-dire que c'est un point qui se retrouve donc à l'union du tiers externe et des 2 tiers internes de la ligne qui joint l'ombilic à l'épine iliaque antéro-supérieure. Donc, je pense que le schéma l'illustre bien ici à ce niveau. Il existe même un autre point qui, pour les appendices descendants, au niveau de l'union, sur la ligne joignant les 2 épines iliaques antéro-supérieures, sur l'union du tiers moyen et du tiers inférieur. Donc, je disais qu'il correspondait que l'appendice iléocécal de l'appendice iléocécal, donc il prend naissance au niveau de l'union des bandelettes coliques qui sont au nombre de 3. Donc on a la bandelette antérieure, la postéro-externe et la postéro-interne. Et à l'union prend naissance donc cet organe. Donc il présente une première partie horizontale qui est plus ou moins fixe et une partie mobile. L'appendice est solidaire de l'iléon à travers son méso-appendice dans lequel chemine la vascularisation et l'innervation de l'appendice, donc l'artère et la veine. Les variations de la position, on en parlait tout à l'heure, de la position de l'appendice dépendent de la position du cécum et de l'appendice par rapport au cécum. Donc, la variation de la position, il faut revenir un peu sur l'embryogenèse, où on peut assister à des défauts de rotation, puisque la rotation commence à gauche, au niveau de la fosse iliaque gauche, et elle remonte pour arriver au niveau de la fosse iliaque droite. Donc, à ce niveau, s'il y a des insuffisances ou des défauts de rotation, on va avoir différentes localisations de ce cécum. Donc, il peut être localisé au niveau de la fosse iliaque gauche, il peut être au niveau sous-hépatique, donc à droite, ou descendre plus bas que prévu et il sera en région pelvienne. La position de l'appendice par rapport au cécum, donc sur le schéma là, on voyait qu'il était la position habituelle et latérocécale interne. Mais on peut avoir d'autres dispositions puisqu'il peut être rétrocécal, il sera voilà, sur le schéma, donc je reprends d'abord. Il peut avoir trois localisations différentes. En rétrocécal, un appendice mésocéliaque
et un appendice sous-séreux. Donc, on va faire ça ici. Pour l'appendice rétrocécal, il va cheminer derrière le sécom. Il va être même il va être attaché par des brides péritonéales ou même être libre. Donc, il aura une traduction clinique à part. Pour l'appendice pelvien, comme vous voyez, il descend bien plus bas que prévu. Il est plus avec un trajet descendant qu'en interne. Et pour l'appendice mésocéliaque, c'est un appendice qui va cheminer derrière l'iléon pour passer dans le méso. Et ces différentes localisations vont donner une traduction clinique particulière à chaque fois. Alors, pour ce qui est de la physiopathologie, on a dit tout à l'heure que c'était un tube, en fait, qui fait suivi, qui communique, l'appendice est un tube qui communique avec le côlon au niveau de son sécom. Donc, il est considéré comme un cul-de-sac. Et ceux-là, ce sont des éléments qui vont favoriser la stagnation et l'inflammation. Donc, à un moment, l'appendice ne pourra plus se vider. En fait, naturellement, il y a le contenu du côlon qui va passer dans le tube appendiculaire et lors des mouvements qui sont assurés par les couches musculaires de l'appendice, il va y avoir une évacuation de ce contenu et avec un renouvellement de la muqueuse. Et cela va se faire de façon périodique. Mais comme je viens de le dire, ce phénomène peut être en fait dérangé par une stagnation, une inflammation, voire même une pullulation à l'intérieur de cette lumière. Ce phénomène peut survenir selon 3 modalités. Elle peut être hématogène, endogène ou par contiguïté. Hématogène, en général, les foyers d'infection sont bien à distance de l'appendice. Ils peuvent être pulmonaires, à l'occasion d'une affection virale ou bactérienne, une grippe, une typhoïde, une quelconque contamination hématologique par un virus ou une bactérie. Mais cela n'est pas très fréquent. La voie la plus importante, en fait, c'est la voie endogène. C'est un phénomène mécanique puisqu'on va assister à une obstruction de cette lumière. Qui dit obstruction, dit stase. Quand il y a stase, au bout d'un moment, il y a une pullulation microbienne qui va évoluer à son compte avec une augmentation de la pression intraluminale. Cela va entraîner des lésions au niveau de la muqueuse et la barrière de défense de cet appendice va être très vite dépassée et l'infection va gagner la paroi appendiculaire. Cette obstruction mécanique peut être le plus souvent par un stercolite. Ce sont des matières qui vont se dessécher et se calcifier et former un bouchon. C'est comme une petite bible, une petite lentille qui va boucher cette lumière. Ça peut être aussi un corps étranger provenant de l'alimentation, un bouchon muqueux, pourquoi pas une tumeur, et parfois ce sont des germes ou des parasites. Par contiguïté, c'est la troisième modalité. En fait, c'est par atteinte du péritoine et donc de la séreuse appendiculaire. C'est à l'occasion d'une infection ou d'un foyer infectieux à proximité où l'appendice va participer à cette inflammation ou même infection. Alors, quels sont les types de lésions rencontrées lors des appendicites aigus? Elles vont évoluer selon différentes phases. Alors, on peut assister à la succession en fait des différentes phases, comme on peut directement se retrouver devant une lésion avancée. C'est-à-dire habituellement, c'est une appendicite catarrhale, phlegmoneuse, gangréneuse, mais on peut d'emblée avoir un stade de gangrène appendiculaire sans passer par les autres stades. Donc, l'appendicite catarrhale, c'est une appendicite, disons, inflammatoire. L'appendice n'est pas tuméfié, il est juste rouge, donc avec une hyperémie. Son méso est légèrement œdémacié. On va retrouver des infiltrats de polypes nucléaires et d'ulcération de petite taille. C'est vraiment un stade de début de l'appendicite où la clinique est vraiment très discrète. Ensuite, on a une appendicite phlegmoneuse. En fait,
lors de l'appendicite phlegmoneuse, on va avoir plusieurs follicules qui vont être intéressés par une infection et une absédation. Cela peut s'étendre à l'ensemble de la paroi appendiculaire, mais aussi cela peut s'étendre à toute la paroi appendiculaire. L'appendice, en général, il est turgescent, il est bien enflé, il est épaissi, son méso également est épaissi, et à l'anapate, on va retrouver des infiltrats leucocytaires. La lumière est remplie de pus à ce moment-là, puisque c'est quand, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour l'infisiopathe, c'est une fois que les phénomènes sont dépassés où l'infection va traverser la paroi. Donc, non seulement on a du pus dans la lumière appendiculaire, mais aussi sur des greffes d'infection sur la paroi appendiculaire. Il y a même une réaction autour au niveau du péritoine, puisqu'on va avoir une odeur particulière avec une odeur particulière. En fait, c'est une lésion qui a dépassé le stade de l'appendice. L'appendicite gangréneuse, c'est un œdème est beaucoup plus important. Il y a des lésions de thrombose vasculaire au niveau de la paroi. L'appendice a une couleur pas très belle, c'est sale, c'est une couleur verdâtre, un peu marronnée, avec des plages de sphacelle, c'est-à-dire des zones où il commence à y avoir de la nécrose. La paroi est très fragile, elle n'est pas belle à voir, elle a une odeur particulière, très désagréable. La nécrose s'installe, elle peut être intéresser uniquement une partie de l'appendice ou alors la totalité de cette paroi. À ce stade, l'infection peut être circonscrite comme elle peut diffuser à toute la paroi et même être à l'origine de perforation. Et qui dit perforation, du péritonite obligatoirement. La réaction péritonéale, donc, elle est sous forme d'exsudat avec un liquide louche, malodorant, qui va résulter justement avec un développement des germes anaérobies. C'est pas toujours très beau à voir. L'abcès appendiculaire, quant à lui, c'est quand on arrive au stade d'appendicite pérulente, mais avec une collection qui s'organise autour de l'appendice, donc autour et au contact de l'appendice. En général, on peut avoir à l'examen clinique une masse qui est fluctuante et un peu rénitente, comme les caractéristiques d'un abcès. Le plastron appendiculaire, quand le stade d'abcès est dépassé, on peut avoir une forme particulière. En fait, il y a une sonnette d'alarme qui est tirée au niveau de l'abdomen, il y a une infection et les organes de voisinage vont aller circonscrire donc, et limiter cette infection. C'est essentiellement donc l'intestin grêle, donc la partie de l'iléon terminal, mais aussi le grand, celui qui vole au secours en général, c'est le grand épiplomb. Et donc, on va avoir une masse qui sera plus importante à l'examen clinique, puisqu'il va y avoir un aspect étendu de la lésion. Donc, sur l'anapate, c'est le pus à coloniser tous les tissus, avec des adhérences épiploïques et même intestinales. Le cas extrême, c'est la péritonite appendiculaire. Elle survient donc après perforation. On a dit tout à l'heure que si l'appendice se perforait, on assistait obligatoirement à une péritonite. Donc, l'appendice se perfore et cela va entraîner la destruction des éléments de la paroi. C'est un abcès qui a pu se rompre, soit c'est la rupture d'un abcès en deux temps, ou alors c'est carrément le contenu appendiculaire qui va fuser dans l'abdomen avec une réaction péritonéale purulente. Alors, éthiopathogénie. Les appendicites peuvent avoir des origines différentes. En fait, elles peuvent être primitives, elles peuvent être spécifiques. Les appendicites primitives, les non spécifiques, en général, ce sont à l'occasion des germes, de la prolifération des germes aérobies et même anaérobies, le plus souvent au niveau de l'intestin, et c'est le mode le plus fréquent, à peu près 80% des cas, et c'est ce qui donne le plus souvent des appendicites à des stades de phlegmo. L'appendicite spécifique, elle, est rencontrée lors d'infections particulières. Donc, on va parler de tuberculose. On peut assister à ça lors des infections par la rougeole, donc les morbilleuses, l'appendicite au cours de la typhoïde, les appendicites qui peuvent accompagner aussi des adénolymphites mésentériques, et notamment chez les enfants. Donc, parfois, ce sont des appendicites simples, mais qui peuvent, notamment pour l'appendicite tuberculeuse, qui peuvent donner carrément des péritonites tuberculeuses.
Les appendicites d'accompagnement, ce sont des inflammations qui vont être développées sur un appendice normal. On peut avoir donc une symptomatologie d'appendice, mais c'est plutôt un diverticule qui est à l'origine de la symptomatologie. On peut assister aussi à un tableau simulant l'appendicite en présence d'une tumeur, en présence de mucocèle ou lors des infections parasitaires. Alors, cliniquement, c'est un tableau, on va prendre le type de description le plus fréquent, le plus habituel. En général, c'est un sujet jeune qui va se présenter dans un tableau de douleur abdominale localisé au niveau de la fosse iliaque droite, évoluant dans un contexte, disons, subfébrile. Et donc, c'est un patient jeune, habituellement, la trentaine, qui va venir consulter pour une douleur qui évolue depuis quelques heures. C'est une douleur, la douleur est le principal signe d'appel. Il peut être précédé parfois d'un état peut-être nauséeux, mais sinon cette douleur peut être d'apparition le plus souvent brutale, disons en coup de poignard. Elle peut être intense, elle est souvent donc interprétée d'une douleur peut-être moins vive, voire une simple gêne ou épigastralgie. La douleur, habituellement, on l'identifie au niveau de la fosse iliaque droite, mais elle peut prendre naissance au niveau épigastrique, puis cheminer le long de la gouttière pariétocolique à droite pour enfin se stabiliser au niveau de la fosse iliaque droite. Donc, c'est une douleur qui peut être intense, mais elle peut être aussi très discrète. C'est une douleur sourde qui va s'installer et qui ne va pas disparaître, mais qui va aller en augmentant d'intensité au fur et à mesure. Mais sinon, elle est souvent accompagnée de vomissements, peut-être même juste un état nauséeux, et les troubles de transit ne sont pas exceptionnels. Plus tendance à la constipation, surtout si la douleur s'est déjà installée depuis quelques jours. Mais ça, c'est surtout dans le cadre d'un ileus paralytique, c'est-à-dire que c'est au contact de cette infection, les intestins ne vont pas fonctionner normalement, il y a une atteinte du péristaltisme et donc une gêne à l'évacuation du contenu intestinal. C'est ce qui explique un peu cette constipation. Souvent, les signes généraux sont discrets au début, mais par contre, c'est un patient qui est un peu agité, un peu angoissé. Il sera pas à l'aise, il aura toujours un front douloureux quand même qui le gêne. La langue est saburale, la laine peut être désagréable parfois. Il n'y a pas d'hyperthermie franche, puisqu'on est à peine à 38 degrés, mais elle va commencer si le diagnostic n'est pas fait à temps, si le traitement n'est pas entrepris à temps. Elle peut aller en augmentant. Donc, et c'est là, et si elle augmente, si elle atteint les 39 degrés, on est déjà à un stade de complication. Comme la fièvre peut être aussi au premier plan et d'emblée intense si on assiste déjà à une complication qui va révéler l'appendicite. Le pouls n'est pas spécialement élevé, il est juste en rapport avec la température que présentera le patient. Alors, on examine le patient, donc on va d'abord faire, bon là je n'ai pas mis tout ça à l'interrogatoire, on va essayer de préciser l'heure d'apparition de la douleur, sur quel mode, son évolution, les signes accompagnateurs, s'il y a eu déjà un précédent de douleur pareil, si c'est le premier épisode, on va rechercher un peu les signes urinaires, les signes gynécologiques chez la femme, on va demander la date des dernières règles si c'est une femme jeune en âge de procréer. Et puis, on va examiner le patient. Le patient, donc à l'inspection, on va avoir un abdomen qui respire bien, il n'y a pas de raison, l'abdomen reste souple et l'effort de tout va quand même provoquer la douleur. À la palpation, comme toujours, quand on examine un abdomen douloureux, il faut toujours s'éloigner de la zone de douleur du cadran intéressé, donc on va loin. Dans ce cas, on va au niveau de la fosse iliaque gauche, on va l'examiner, on va examiner et exercer une pression profonde à la recherche d'une douleur. On va remonter le long du cadre colique jusqu'à la fosse iliaque droite. Et à ce niveau-là, fosse iliaque droite, donc essentiellement au niveau du point de McBurney, celui qu'on avait décrit tout à l'heure. Donc, là,
on va provoquer certainement une douleur. Donc, le malade va accuser une douleur vive en même temps que la paroi. C'est-à-dire, en fait, c'est le signe de la défense, c'est la paroi qui va réagir à cette douleur. La douleur provoquée, il faudra exercer une pression nette, précise au niveau de la fosse iliaque droite, au niveau du point de McBurney. Et si vous avez déjà assisté à cela, c'est un truc qu'on n'oublie pas en général. C'est vraiment le malade qui va lever la jambe de douleur. Et c'est un point précis, ce n'est pas une région, c'est vraiment un point que l'on peut cibler par le doigt. Hein. Donc, quand on exerce cette pression profonde, pression, décompression rapide au niveau de la fosse iliaque droite, ça va déclencher une douleur vive. Je vous ai dit, le patient va lever la jambe. C'est le point de Bloomberg. Par contre, en réalisant la même manœuvre à gauche au niveau de la fosse iliaque gauche, on va provoquer donc le signe de Rosing. Donc, le Rosing est toujours à gauche, le Bloomberg à droite, mais même si l'on réalise la décompression à gauche, la douleur reste à droite et c'est toujours le même point douloureux. Dans les cas difficiles, parfois on est devant une suspicion d'appendicite aiguë, mais l'examen n'est pas concluant. Il n'y a pas de défense, mais pourtant on a encore cette douleur que l'on n'arrive pas à situer précisément. On peut faire changer de position au patient, on le met en décubitus latéral gauche, principalement gauche, et on va refaire notre examen, parce qu'en fait, en mobilisant, si vous voulez, ce sécomé, cet appendice, il sera plus identifiable en examinant en antérieur ou même en postérieur. Les touchés pelviens ne sont pas toujours douloureux, sauf dans les cas avancés. On aura à ce moment-là une douleur qui sera plus latéralisée à droite. Plus latéralisée à droite. Alors, donc devant, déjà cliniquement, on pense très fortement à une appendicite aiguë, vu les antécédents qui sont en général pauvres, voire inexistants, devant l'apparition de cette douleur récente, sa sémiologie et son manque d'irradiation. On suspecte fortement une appendicite aiguë. Donc, ce qu'on va faire, c'est un bilan de routine, mais qui sera certainement pas très exhaustif. Une hyperleucocytose à la formule, à la FNS, donc on aura une hyperleucocytose avec aux dépens des neutrophiles et une CRP qui sera élevée. C'est quand même un syndrome inflammatoire. La radio sans préparation n'est pas très utile, ou du moins ne l'est plus, parce qu'elle ne montre pas de signe direct, à moins de retrouver le fameux stercolite dont on a parlé tout à l'heure, qui représente une image calcique qui se projette au niveau de l'aire de la fosse iliaque, droite. Mais sinon, on peut avoir comme ça une petite anse sentinelle si jamais on a un petit iléus paralytique. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est en fait les intestins qui réagissent à l'inflammation et qui sont un peu atteints. Mais sinon, c'est l'échographie qui reste un examen de référence pour le diagnostic de l'appendicite aiguë. C'est un examen que l'on peut faire et refaire autant que nécessaire. Il dépend pas mal en fait de l'opérateur. C'est un examen opérateur dépendant. Il n'est pas dangereux. Il n'y a pas de rayon. Donc, je vous ai dit, on peut le multiplier autant qu'on le veut, ou plutôt autant que nécessaire. Il va permettre de faire le diagnostic positif de l'appendicite, mais aussi d'éliminer ce qui n'est pas appendicite. Et donc, quand il verra sur l'appendice donc malade, il va voir cet appendice, les différentes couches intéressées par l'infection ou par l'inflammation ou l'infection. Il va faire l'échographie aussi, va faire le bilan de la région autour. Est-ce qu'il y a une réaction péritonéale ou pas? Est-ce qu'il y a un épanchement, pas d'épanchement? S'il y a un stercolite aussi, elle pourra le voir. Mais elle est surtout importante dans le diagnostic différentiel, notamment chez la femme, puisque c'est là où le problème se pose le plus, surtout chez une femme qui est en activité génitale. Alors là, c'est l'ASP, donc on peut avoir juste là une petite anse sentinelle au niveau de la région, mais sinon, il ne montre pas de quelque chose de particulier. Parfois, une grisaille, rarement quand il y a une inflammation, une petite ombre du muscle psoas, mais sans plus. Par contre, et cette échographie pour exploration de l'appendice, elle aura
une sémiologie précise. Donc, que va rechercher cette échographie? D'abord, elle va déterminer le diamètre de l'appendice qui sera supérieur ou égal à 8. Ce sont des critères bien précis. Elle va nous montrer une image en cocarde selon l'épaississement des différentes couches de la paroi appendiculaire. D'accord. Elle va visualiser un abcès sous forme d'une collection au contact de l'appendice ou au sein même de la paroi appendiculaire. Et je vous l'ai dit donc, le stercolite. Il y a des critères mineurs qui peuvent être aussi des signes indirects. Hein. Elle va voir donc les différentes couches longitudinales de l'appendice. Elle va rechercher un liquide dans la lumière, mais aussi au contact, un épanchement donc périappendiculaire. Alors, on a une image là, c'est une image voilà, de l'appendice épaissi, une paroi épaissie, une lumière dilatée. Voilà. De même qu'ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, c'est un épaississement de la paroi intestinale. Parfois, malgré la performance de l'échographie, elle peut avoir certaines limites. Parfois, elle ne peut pas trancher, surtout si le patient elle a quand même ses limites. Si le patient est, je n'ai pas mis de plaque, je ne pas. Si le patient est obèse, si le patient est, s'il y a une aérocolie qui va gêner la visualisation des lésions et notamment de la région du sécum. Et donc là, on va faire appel plutôt à un scanner. C'est plutôt le scanner hélicoïdal qui est indiqué en cas d'appendicite aiguë. Donc, il va établir des critères suivants. C'est un diamètre, c'est toujours, en fait, comme pour l'échographie, c'est toujours le calcul du diamètre qui est important. Donc, il va faire plus de 6 mm, parce qu'en général, on peut aller à 3 à 4 pour l'épaisseur pariétale habituelle. Donc, avec une épaisseur qui va dépasser les 3 mm, et des signes d'inflammation périappendiculaire qui vont être identifiés. C'est la graisse périappendiculaire et la graisse de voisinage qui va être épaissie et surtout en présence d'un abcès. Ce scanner présente des avantages parce qu'en fait, du fait de la haute résolution des images, on va avoir des diagnostics quasiment certains. Et surtout pour les formes difficiles et les formes où on ne tranche pas, parce que l'échographie a quand même ses limites. Mais par contre, ça reste un examen coûteux, il coûte cher, il y a beaucoup de rayons. Chez les patients qui sont allergiques, parce qu'il va nécessiter une injection de produits de contraste le plus souvent, et pour peu que le patient soit taré, insuffisant rénal, sujet âgé, sujet fatigué, l'injection est contre-indiquée et donc on aura un examen insuffisant, surtout si l'on compte beaucoup sur lui pour prendre une décision thérapeutique. Donc là, on voit bien un appendice bien épaissi avec l'image d'un stercolite à son bout. Voilà, cette calcification correspond au stercolite. Il faut savoir qu'à l'étranger, ça reste un examen indispensable pour le diagnostic. Chez nous, on peut opérer sur peut-être cliniquement et même sur des données cliniques max de radiologie, d'échographie, mais ailleurs, il est obligatoire. Parfois, même avec la performance, en fait, la sensibilité du scanner pour les appendicites aigus, on peut rester sur notre fin, il peut être insuffisant, il peut ne pas être concluant. Donc, surtout chez la femme enceinte, chez la femme jeune. Et là, on pourra arriver même puisque l'IRM n'est pas aussi performante dans ce genre de situation, mais parfois, on peut être amené à réaliser une célioscopie devant si on est devant le mur, on n'a pas le choix, donc il faut trouver une solution. Par contre, la célioscopie, dans ce cas, elle est exploratrice et thérapeutique. La célioscopie, ça reste une modalité d'exploration morphologique qui peut être proposée si le doute est persistant et avec des douleurs abdominales permanentes. En fait, on peut, devant un doute diagnostique, garder des malades en observation. On ne va pas intervenir tout de suite, surtout si le diagnostic n'est pas certain. On garde des malades en observation et on voit leur évolution. C'est une surveillance qui est quand même armée. On ne va pas rester les bras croisés, mais on sait qu'on a le patient qui est hospitalisé, donc au sein d'une enceinte équipée. Donc, on a la radio à côté, on a le bloc pas très loin et on fera les examens qu'il faudra à chaque fois. Mais même la surveillance armée ne peut pas donner de résultat. À ce moment-là, peut-être même forcé,
on passe à la célioscopie qui va permettre, elle, de faire, qui sera diagnostique et thérapeutique. Elle va permettre de visualiser non seulement son appendice, de voir son état, tous les organes de voisinage, mais c'est surtout les organes gynécologiques, c'est la femme, la vessie, et voilà, et surtout pour éliminer parfois une grossesse extra-utérine. Hein. C'est quand même un diagnostic différentiel important de l'appendicite aiguë. Et cela va nous permettre de faire des appendicectomies abusives et donc inutiles. Alors, on l'a vu tout à l'heure, l'appendice peut avoir différentes localisations, autant à droite qu'à gauche, et chaque forme de chaque localisation aura une traduction clinique donc particulière qui lui est propre. Mais le point commun entre tout ça, c'est toujours des troubles digestifs et un état fébrile. Donc, devant toute douleur abdominale fébrile, même si elle n'est pas localisée au niveau de la fosse iliaque droite, il faut savoir penser à l'appendicite. Alors, on l'avait dit tout à l'heure sur le schéma, je vous avais montré un appendice qui chemine derrière le cécum. C'est l'appendicite, elle va donner une appendicite rétrocécale. La douleur est postérieure, elle est lombaire ou lombo-abdominale avec un psoriasis. En fait, c'est un malade que l'on voit arriver, il est souffrant, il est penché du côté droit, il boite un peu ou traîne un peu la patte parce qu'en fait, il a mal. La flexion va lui donner mal. Donc, il va traîner un peu la patte. À l'examen, on va faire à l'examen sur en décubitus dorsal peut ne pas retrouver ou ne pas plutôt déclencher la douleur, mais il faudra mettre le malade sur le côté, donc en décubitus latéral gauche, contralatéral, pour essayer de retrouver cette douleur provoquée. Donc, c'est cette douleur provoquée, mais elle peut avoir aussi une autre traduction. Devant ce tableau, il faut savoir éliminer une pyélonéphrite. Donc, voir si la température est très élevée, voir aussi le taux de globules blancs, l'ascension, est-ce qu'elle est plus importante que pour une appendicite, parce que pour l'appendicite, habituellement, n'est pas très élevé. On est dans les 12 000 à 15 000 éléments. Donc, ce n'est pas très significatif. Par contre, pour une pyélonéphrite, les signes généraux sont bien plus importants. Donc, il faut éliminer non seulement une pyélonéphrite, mais aussi une colique néphrétique. Mais la sémiologie va être différente. Et c'est l'interrogatoire qui va essayer de préciser tout cela. Puisqu'habituellement, pour l'appendicite, pour la colique néphrétique, la douleur est plutôt postérieure avec irradiation antérieure vers les organes génitaux. Par contre, là, quand il s'agit d'appendicite rétrocécale, la douleur reste fixe et cette absence d'irradiation typique va nous faire penser à une appendicite. Mais sinon, pour éliminer le reste, il faut quand même une étude des urines, mais surtout une échographie, voire TDM. L'appendicite pelvienne, donc c'est un appendice qui va descendre dans le pelvis, qui va dépasser un peu la fosse iliaque droite pour se nicher pour se retrouver dans le pelvis. Mais il n'y a pas beaucoup de signes. Les signes qui sont au premier plan, c'est plutôt une petite douleur au niveau de l'hypogastre ou juste en sus pubien, mais c'est surtout une symptomatologie urinaire qui sera au premier plan. Donc, ça sera des rétentions d'urine douloureuses, mais aussi une fréquence mictionnelle assez importante, donc pollakiurie. La célioscopie trouve son intérêt, la célioscopie diagnostique, si l'imagerie habituelle n'est pas concluante, elle trouve sa place, la célioscopie, chez ce genre de patient, surtout chez la femme enceinte, pour éliminer, je vous l'ai dit tout à l'heure, la grossesse extra-utérine et le kyste ovarien. Et là, c'est aussi l'interrogatoire pour les douleurs pelviennes, c'est l'interrogatoire minutieux qui va permettre d'orienter le diagnostic. Une femme jeune, il faudra toujours demander la date des dernières règles pour être à distance d'une grossesse ou d'une grossesse extra-utérine qui peut revêtir le même tableau, même si le tableau parfois est beaucoup plus alarmiste. Un kyste de l'ovaire aussi, surtout en fonction du cycle de la patiente. Voilà. Et cela, encore une fois, va nous permettre d'effectuer une appendicectomie inutile. L'appendicite mésocéliaque aura un tableau un peu plus parlant quand même, puisque c'est une forme qui va réaliser une occlusion fébrile du grêle. Habituellement, les occlusions intestinales ne sont pas forcément fébriles, surtout si elles sont purement mécaniques et vues à un stade précoce. Par contre, l'appendicite fébrile, on va avoir une douleur
un tableau fébrile avec une douleur périombilicale ou un peu sur la droite, avec une agglutination. Donc, on aura ce qui va se traduire en fait par une agglutination des anses. L'appendice, on l'a vu tout à l'heure, il chemine derrière l'iléon pour rester dans le mésentère. Et donc, s'il y a une inflammation autour, c'est l'ensemble de cet iléon qui va être un peu paralysé et qui va circonscrire la douleur. Et donc, sur le cliché, sur l'abdomen sans préparation, on aura quelques points, quelques niveaux hydroaériques de type grélique. Cette occlusion n'étant pas mécanique, elle sera incomplète, il n'y a pas un arrêt complet des matières et des gaz, il n'y a pas le météorisme est diffus, mais il est quand même immobile. Tout à l'heure, on a vu quand il y avait des défauts de rotation de l'appendicite, du sécum, que l'appendice pouvait s'arrêter, en fait, le sécum pouvait s'arrêter en fait au niveau sous-hépatique. Et donc, si appendicite il y a, elle aura une traduction clinique de la cholécystite aiguë. On a quand même de la fièvre, la douleur est présente, c'est une douleur avec défense au niveau de l'hypochondre droit. Mais c'est l'échographie essentiellement qui fera le diagnostic puisqu'elle ne visualisera pas de calcul dans la vésicule biliaire ni dans l'arbre en fait biliaire. Elle va retrouver cet appendice qui est bien malade et qui est localisé plus haut que convenu. Là, on a vu les différentes formes symptomatiques pour arriver aux formes selon le terrain. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que l'appendicite survient à tout âge, donc enfant, vieillard, femme enceinte, enfin personne n'y échappe. Donc on va voir ces différentes formes. Chez l'enfant, quand même, c'est une urgence assez importante chez les enfants. Elle est très fréquente, elle n'est pas spécialement typique. Elle a une évolution très rapide. Elle peut être soit une forme fruste, c'est-à-dire très discrète, c'est une petite douleur qui va s'installer doucement, qui va être accompagnée de nausées, d'un malaise général. Bon, les enfants bougeant beaucoup, ce n'est pas toujours évident de faire le diagnostic. Il n'y a pas beaucoup de fièvre et l'hyperleucocytose est discrète aussi. C'est un enfant qu'il faudra examiner avec beaucoup de précautions, aller chercher la douleur, s'éloigner donc du site primitif et aller un peu vers cette douleur. Il faut aussi ne jamais oublier d'examiner la sphère ORL de l'enfant, puisqu'on peut avoir une réaction de lymphadénite mésentérique concomitante des infections ORL chez l'enfant et qui peuvent donner un tableau justement d'appendicite aiguë. Donc, et ça va nous obliger à enlever un appendice parfaitement sain. Donc, toujours penser à examiner la gorge de l'enfant quand il présente une douleur de la fosse iliaque droite. Donc, c'est vraiment un tableau très discret, mais comme on peut retrouver un tableau suraigu et toxique. C'est-à-dire que c'est un enfant qui va venir avec des signes généraux qui sont au premier plan. C'est souvent une crise peut-être négligée. Je vous l'ai dit, ça peut être une douleur sourde au début que l'enfant ne va pas, pour lequel l'enfant ne va pas trop se plaindre, et ça va évoluer très vite. Ça peut être une douleur négligée, comme ça peut être une douleur ou une symptomatologie masquée. Je viens de le dire, il faut toujours examiner les enfants, examiner la sphère ORL des enfants, parce que pour peu que le patient présente une appendicite aiguë réelle, mais avec une angine, on méconnaît l'appendicite, mais on met le patient sous traitement antibiotique pour son infection ORL, et on décapite en fait l'appendicite et on ne fait le diagnostic que tardivement et donc à un stade forcément de complication. Donc, je vous ai dit pour ce genre de cas, les signes généraux sont au premier plan. C'est une altération de l'état général, les enfants se déshydratant très vite, donc altération de l'état général, des vomissements importants, une fièvre très importante. Tout cela va simuler un tableau de choc. Les signes abdominaux, la douleur n'est pas très importante, mais c'est les signes, mais la sonnette d'alarme est tirée par les signes généraux. Donc cette évolution va se faire très vite par la septicémie. Il faut très vite poser le diagnostic, entamer le traitement et bien sûr opérer. Et là, j'ai bien mis pas d'antibiotiques sans diagnostic précis.
et notamment pour les infections ORL. Chez le vieillard, par contre, lui, il va donner un tableau plutôt tardif. C'est souvent un stade de complication quand même chez le vieux. Il peut avoir différents tableaux. C'est soit une occlusion fébrile, parce qu'en fait, on va faire le diagnostic à un stade vraiment de plastron appendiculaire, voire de péritonite, donc dans un deuxième temps, ou alors à un stade de pseudotumoral et donc d'abcès. En général, on va assister à une douleur de la fosse iliaque droite avec palpation d'une masse, un état subfébrile, des troubles du transit, un état général qui commence quand même à être marqué, une personne âgée qui commence à se fatiguer. Le diagnostic, évidemment, radiologique, même si la clinique va nous orienter, mais il faut toujours éliminer un processus tumoral chez le sujet âgé, même si l'infection est au premier plan. Et ce tableau peut être en général chez les diabétiques, parce que c'est les diabétiques qui ne vont pas beaucoup ressentir la douleur, chez l'immunodéprimé forcément, mais aussi chez l'insuffisant rénal. En fait, tous les sujets âgés qui présentent une comorbidité, c'est-à-dire des tares associées. La femme enceinte présente une particularité, elle aussi, puisqu'elle va avoir jusqu'à 4 mois, 3-4 mois, ça va, on peut faire le diagnostic facilement, puisque le sécom est toujours à sa place habituelle. Par contre, quand la grossesse évolue, le ventre grossit et les éléments sont refoulés vers le haut. Donc, c'est plutôt, on penserait plutôt à une cholécystite mais peut-être pas à une appendicite. Dans ce cas-là, il faut toujours faire une échographie abdominale qui, elle, va retrouver un appendice localisé plus haut que habituellement. On peut aussi faire le diagnostic à un stade de complication. On a dit tout à l'heure, l'appendicite, l'une de ses caractéristiques, c'est le polymorphisme clinique. Et tout cela rentre dans ce cadre. Donc là, on peut avoir un stade de complication type la péritonite, localisée ou généralisée, et les abcès appendiculaires. Donc l'abcès appendiculaire, on doit penser à un abcès devant des situations particulières. C'est une douleur intense, douleur vive et pulsatile. Abcès, on peut penser comme un abcès dentaire. C'est vraiment une douleur qui sera là, à un rythme régulier qui va se faire sentir. Donc une douleur pulsatile au niveau de la fosse iliaque droite qui va entraîner une agitation, un état de mal, une insomnie et avec une fièvre qui va être oscillante, souvent supérieure à 39 et le soir plus volontiers. C'est à l'examen clinique qu'on aura une masse douloureuse, mais elle sera bien circonscrite et fluctuante de la fosse iliaque droite qui va signer en fait et l'image va confirmer le diagnostic. Elle va montrer une belle image d'abcès. Je crois que j'ai pris quelques clichés ici. Connexion instable. Bon, je crois que ça a été un peu interrompu là. 15 000, l'hyperleucocytose dépasse les 15 000 éléments et c'est l'échographie qui va faire le diagnostic et le traitement chirurgical est entrepris en urgence pour ne pas passer à un stade de péritonite justement. Donc là, on a l'image de l'appendice sur cette image et des images de collection sous-appendiculaire. Pour celui-ci, la collection est là sous l'appendice. Ici, c'est une appendicite avec de multiples abcès autour. Voilà. Et là, c'est une diffusion. Il n'y a plus de collection, mais c'est une diffusion du pus, du liquide. Pareil pour ici, pour la collection. À un stade plus avancé, on va assister à un plastron appendiculaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au contact de ce foyer infectieux, c'est les éléments de voisinage qui vont venir circonscrire et limiter cette diffusion de l'infection. En fait, cette inflammation va diffuser lentement et elle aura comme point de départ donc le péritoine, c'est la sérose appendiculaire, et de là va diffuser toute l'inflammation.
de ces différentes couches. La douleur va persister au niveau de la fosse iliaque avec des troubles nets du transit puisqu'on aura une forte participation de l'intestin autour de cette infection. La fièvre est élevée, 39 et même plus, et à la palpation, contrairement à tout à l'heure, pour l'abcès appendiculaire, on palpe une masse, une boule, qui est bien limitée, bien circonscrite, parfois légèrement, qui n'adhère pas trop à la paroi antérieure. Par contre, pour le plastron appendiculaire, non. C'est une masse qui est d'abord douloureuse au niveau de la fosse iliaque droite, elle est étendue, elle est mal limitée et parfois elle peut même infiltrer la paroi intestinale. Donc on va avoir un peu d'œdème, voire même parfois des abcès de la paroi, des abcès cutanés. À la percussion, on aura une matité et c'est l'échographie et même plus la TDM qui va montrer cette image en cocarde avec un stercolite intra-appendiculaire et l'infiltration de cette graisse périappendiculaire avec la participation intestinale et de l'épiplomb. Le plastron appendiculaire impose d'abord un traitement médical, c'est-à-dire que quand on a un appendice, enfin un plastron appendiculaire, on ne va pas faire passer le malade directement sur la table. Non, il faut d'abord entreprendre un traitement médical, attendre qu'il y ait des phénomènes en fait résolutifs, que cette agglutination dense régresse, que l'abdomen soit plus souple pour aller intervenir donc et enlever cet appendice malade qui a été source de tous ces problèmes. La péritonite aiguë généralisée est une complication grave. C'est une grande urgence médicale et chirurgicale. Donc, c'est une urgence médicale parce qu'en fait, elle peut entraîner un état de choc surtout chez le sujet âgé ou même l'enfant jeune. La douleur va être soudaine, violente, en coup de poignard. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez la perforation du cerf, c'est toujours les trucs de péritonite. Habituellement vite précisément en fait le moment de la perforation. Donc c'est une douleur en coup de poignard qui va débuter dans la fosse iliaque droite mais qui va rapidement se généraliser à tout l'abdomen. Quand à l'examen clinique, c'est une contracture, donc la paroi est tonique, on a une contracture permanente, douloureuse et bien sûr invincible. Donc c'est les critères de la péritonite. Initialement, elle peut être localisée au niveau de la fosse iliaque droite, parfois juste au niveau de l'hémi-abdomen droit, mais si le traitement n'est pas entrepris à temps, elle va très vite se généraliser à tout l'abdomen. Les touchés pelviens, évidemment, sont douloureux puisqu'on a plein de liquide dans l'abdomen. L'ASP n'est pas indispensable, n'est pas très utile, mais il peut montrer l'absence d'un pneumo péritonéal, mais avec un épanchement qui sera traduit par une grisaille au niveau de la radiologie. Alors, le diagnostic différentiel. Qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre pour appendicite aiguë? Parfois, je vous ai dit, c'est un faisceau d'arguments cliniques qui va poser le diagnostic, ou là, qui va faire évoquer plutôt le diagnostic d'appendicite, mais il est confirmé par les examens complémentaires, notamment l'écho et le scan. Non seulement pour confirmer le diagnostic, mais surtout infirmer l'appendicite et donc faire le diagnostic positif des autres lésions. Donc, pour les formes infection de la sphère ORL, donc il faut toujours examiner. Pourquoi connexion instable? Donc, chez les enfants du moins jusqu'à l'âge de 18 ans, il faut toujours examiner la gorge devant une douleur de la fosse iliaque droite, puisque de toute façon, la fièvre n'est toujours pas très marquée, même pour les examens, même pour les infections ORL. Là, quand il s'agit de formes rétro-sécales, on l'a dit tout à l'heure, c'est la pyélonéphrite et la colique néphrétique. Donc, pyélonéphrite, c'est essentiellement une symptomatologie urinaire au premier plan, surtout la pollakiurie. La pyurie n'est pas systématique, mais pour les coliques néphrétiques, donc pensez à faire une CBU et entamer les antibiotiques dès que la preuve d'infection est posée. La colique néphrétique aussi,
c'est l'interrogatoire qui va préciser en fait cette nature exacte de la douleur et sa sémiologie, surtout par rapport à son irradiation. La forme, et puis la colique néphrétique, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est une douleur très très importante qui est accompagnée d'un état d'agitation particulier. Le malade est très très agité, contrairement à l'appendicite quand même. La forme mésocéliaque va donner une tableau d'occlusion fébrile et surtout en cas d'iléus biliaire. Voilà. Et la forme pelvienne, c'est toujours des infections gynécologiques chez la femme. En premier, donc la salpingite, c'est-à-dire c'est l'annexe, une infection de l'annexe à droite, qui va s'accompagner des signes d'infection avec des sécrétions et des sécrétions génitales. La grossesse extra-utérine, il faut toujours penser, parce que c'est vraiment, chez la femme jeune, c'est le diagnostic différentiel auquel il faut penser en premier. Donc, la date des dernières règles est systématique à l'interrogatoire des patientes jeunes en âge de procréer. Et bien sûr, on complétera par un test de grossesse qui va lui retrouver ou pas. Mais en général, les grossesses extra-utérines s'accompagnent souvent dans un tableau de choc, surtout hémorragique. Et les formes sous-hépatiques, on a dit tout à l'heure, c'est pour les appendicites aigus. Mais tout cela, ce sont les examens radiologiques, parfois simples, échographie, scanner, pas toujours, qui vont nous permettre de poser le diagnostic et de faire la part des choses. Le traitement de l'appendicite reste chirurgical. Il n'y a pas d'autre alternative si ce n'est d'accompagnement. Mais le traitement, c'est l'exérèse de cet appendice. Donc l'appendicectomie, elle est réalisée au niveau du point de McBurney à droite. Donc je n'ai pas détaillé la technique parce que c'est peut-être un peu trop pour vous, mais on va juste parler un peu du traitement. L'appendicite est réalisée en général par une incision au niveau de la fosse iliaque droite, en regard donc de l'appendice, et on va extraire cet appendice. L'appendice, c'est quoi? On va enlever cet appendice malade. Si vous vous rappelez tout à l'heure du schéma, on va enlever l'appendice malade et le méso attenant à cet appendice qui le nourrit. Donc, cette intervention se fait par une petite incision. Et ces derniers temps, c'est de plus en plus la place à la laparoscopie, c'est-à-dire la célioscopie pour ce traitement chirurgical. La pièce opératoire, comme à chaque fois que l'on opère un patient pour n'importe quelle pathologie, elle est confiée à l'anatomopathologiste et qui va déceler. Il faut toujours attendre en fait et chercher ce compte rendu d'anapathe parce qu'en fait, surtout chez les sujets, pas spécialement, mais chez les sujets âgés, on peut être en présence d'un adénocarcinome, d'une lésion débutante, d'une lésion suspecte pour laquelle il faudra compléter le traitement. Donc, peut-être faire jusqu'à même, peut-être, pourquoi pas, des hémicolectomies. L'antibiothérapie, elle doit être à visée bactéricide. Elle est indiquée selon le stade. C'est-à-dire que pour des lésions, l'appendicite catarrhale qu'on avait vu tout à l'heure au début des formes, une simple antibiothérapie périopératoire, c'est-à-dire juste avant et peut-être juste après l'intervention, va suffire à traiter l'infection puisqu'on a déjà enlevé l'appendice. Par contre, pour les formes avancées, les appendicites, les péritonites, les plastrons, c'est les antibiotiques, c'est le traitement médical qui sera obligatoire. On a bien vu là, selon le terrain, si c'est pour les sujets âgés, c'est même les anticoagulants qui seront nécessaires. Pour les formes compliquées, elles aussi requièrent d'un traitement particulier. Pour les formes, donc avec des signes généraux au premier plan, la réanimation médicale est instaurée. Permettre de faire régresser les lésions, ou du moins pas la lésion, mais la douleur, de façon quand même importante pour le confort du patient. En cas de plastron, l'intervention chirurgicale, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas au premier plan. C'est d'abord le traitement médical.
C'est un patient qui va être hospitalisé, donc dans une enceinte spécialisée, qui va être régulièrement examiné pour évaluer l'évolution de ce plastron. On va assister en principe à une résolution de cette masse. Petit à petit, on va la mesurer, disons, avec beaucoup de prudence. En cas d'abcès, c'est le traitement en urgence. On va drainer cet abcès et réaliser l'appendicectomie. Parfois, il y a des stades où l'on ne fait que drainer. On assure plutôt un drainage radiologique dans un premier temps et secondairement, on passe à l'appendicectomie. Les péritonites généralisées, on a dit que péritonite, c'est la grande urgence, donc il faut intervenir rapidement, soit parfois la parotomie, c'est-à-dire qu'on va ouvrir l'abdomen, ou même la célioscopie peut trouver sa place ici avec l'exérèse et une péritonite et une toilette péritonéale large et suffisante. On va supprimer donc la cause en réalisant une appendicectomie, mais aussi pour laver l'ensemble de cette cavité qui a été infectée par les germes. Et bien sûr, on va terminer certainement avec un drainage, surtout si la péritonite était bien avancée. Dans les cas négligés, je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment en cas d'abcès ou de plastron, l'infection peut toucher l'abdominal. Et donc, il faudra faire des nécrectomies, peut-être, ou évacuer l'abcès qui est sur la paroi abdominale. L'abcès du Douglas, en fait, après intervention, quand on réalise une intervention pour une appendicectomie peut-être simple, abcès ou même plastron, il peut y avoir par la suite, au bout de quelques jours, une réascension de la température, une hyperleucocytose malgré le traitement antibiotique bien entrepris, mais il va y avoir une réascension des globules blancs avec des signes pelviens. On va avoir une pollakiurie, des sensations comme ça de ténèse, douleur, une petite rétention douloureuse importante. Le toucher rectal va trouver une tuméfaction au niveau du toucher, donc au niveau du cul-de-sac de Douglas, et la radiologie va mettre en évidence un abcès du Douglas. Et donc c'est un problème soit avec, ça peut être en rapport avec un défaut de drainage, ou alors un défaut de drainage après l'intervention, ou alors une insuffisance de toilette péritonéale, et donc ce qui reste en fait des débris et des germes va encore évoluer et pulluler à son propre compte. Et là, c'est aussi une intervention. Bon, quand par un radiologue entraîné, on peut avoir un bon drainage, assurer un drainage radiologique. Mais souvent, on est amené à reprendre le malade, à réintervenir et faire cette fois-ci vraiment une bonne toilette. Voilà. Le lâchage du moignon appendiculaire, bon, je l'avais dit tout à l'heure pour la technique, on enlève cet appendice, on va faire une ligature, mais parfois, cette ligature peut lâcher. Et comme le contenu de l'intestin est en rapport avec la lumière colique, on va très vite avoir une fistule péritonéale, et le contenu du sécom étant forcément septique, on va avoir une péritonite septique qu'il faudra aller traiter très rapidement. Donc, on va reprendre. Ce n'est pas toujours évident d'aller juste refermer, mais parfois, on est amené à réséquer carrément le sécom pour être sûr du geste réalisé, surtout de la suture. L'occlusion post-opératoire, ça peut être une occlusion qui se manifeste rapidement ou tardivement. Rapidement, ça peut être une anse ou quelque chose qui s'est enroulé autour du drain de fin d'intervention, ou alors elle peut être tardive sur une bride, et là, ça sera plutôt une occlusion mécanique. Donc, pour finir, c'est une affection très fréquente qui n'est pas méconnue de tous, dont le diagnostic n'est pas si évident que ça. Il peut être facile, mais pas toujours
évident avec certitude. Et là, les examens complémentaires nous permettent de faire beaucoup d'appendicectomies inutiles. Donc, il faut savoir demander les examens qu'il faut. Voilà. Je vous remercie. Et donc, s'il y a des questions, il y en a certainement, j'en vois pas mal. Alors, spectateur, ça, j'ai pas compris. On peut avoir angine et appendicite aiguë. Alors, comment éliminer le diagnostic dans ce cas? Alors, il y a quelqu'un de vous qui demande après. Donc, on peut avoir une angine et une appendicite aiguë. Alors, comment éliminer le diagnostic de l'amygdalite mésentérique dans ce cas? On n'élimine pas. En fait, si on a une malade, si on a un patient qui présente à l'examen clinique une gorge bien rouge, mais qu'il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de pus, il n'y a pas de pustule, on va le mettre sous surveillance. On n'entreprend pas forcément des examens, une antibiothérapie. C'est un patient qu'il faudra recontrôler au bout de 24 à 48 heures. Si au prix d'un traitement juste symptomatique de son angine, la douleur régresse, la hibarak, et que la température aussi régresse, mais s'il y a persistance de la douleur, on peut demander au bout d'un jour ou deux, en surveillant un patient bien sûr, une échographie abdominale. Voilà, c'est quoi là? Alors, quel est l'examen complémentaire de référence? L'examen complémentaire de référence, c'est bien sûr l'échographie en première intention. Voilà. Elle peut faire le diagnostic à tout moment, on peut la répéter, même quand on a un doute, on peut refaire, mais elle est aussi opérateur dépendant, donc il faut toujours s'adresser peut-être à la bonne personne. Donc, c'est l'examen de référence. Qu'est-ce qu'il y a encore? En première intention. Hein. Quel est l'examen de référence? Ok, le sang se coupe, désolé. Ok, l'appendicite se situe dans la fosse iliaque droite. Non, oui, elle est au niveau de la fosse iliaque droite. On a dit l'appendicite exceptionnellement, elle peut être à gauche ou au niveau de l'hypocondre droit, hypocondre flanc droit, quand il y a une insuffisance ou là, une interruption de rotation à l'empéologie. Donc, en raison des infections par continuité, on peut faire une appendicectomie systématique devant une péritonite. Je n'ai pas compris. En raison du risque d'infection par continuité. Infection par continuité, on peut faire une appendicectomie systématique. Ah oui. Oui, si on en opère une appendicite, une péritonite aiguë et qu'on assiste à une inflammation, il y a participation de l'appendice à cette inflammation, oui, on fait une appendicectomie qui peut être de principe même. Hein, ça reste un appendice malade qu'il ne faut pas laisser. S'il vous plaît. Bon, ça, c'est après une appendicectomie. Ça, si j'ai compris la réaction péritonale. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris la réaction péritonale au cours des appendicites phlegmoneuses. On a dit que pour l'appendicite phlegmoneuse, c'est une lésion de la paroi, il y a des phlegmos, il y a des zones de nécrose et des zones, il y a des thromboses en fait, qui vont se former au niveau de la paroi appendiculaire, entraînant des zones d'ischémie et de nécrose. Et cette nécrose peut évoluer vers la perforation. Et s'il y a perforation, il y a passage du contenu appendiculaire, donc septique, dans la cavité péritonéale. Et c'est comme ça qu'on a une réaction, on peut avoir une péritonite localisée en cas de perforation, en cas d'appendicite phlegmoneuse. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je n'ai pas compris. Donc, on a encore de la phlegmoneuse, c'est bon. Je n'ai pas compris le plastron appendiculaire. Le plastron appendiculaire, on a dit que c'était quand il y a une appendicite négligée ou peut-être méconnue, il va y avoir une réaction septique autour. C'est souvent d'ailleurs un abcès qui peut se transformer aussi en plastron. Donc, les réactions de défense de l'abdomen font que les intestins et le grand épiplomb vont venir, si vous voulez, au secours de cette inflammation pour essayer de la limiter, de la circonscrire et de la contenir. Ils vont empêcher la diffusion de cette inflammation à tout l'abdomen. Et ils vont ils vont un peu étouffer la lésion si vous voulez. Et c'est ce qui donne ce plastron. À l'examen clinique, on va avoir vraiment une masse. C'est pas une masse nette, mais c'est vraiment un placard.
c'est plutôt un placard qui n'a pas de limite nette, qui n'a pas de limite précise, et qui précise plutôt, et qui est vraiment très douloureux, évoluant bien sûr dans un contexte fébrile. Devant une suspicion d'une appendicite aiguë, le patient avec 39, on est devant une appendicite compliquée. Non, pas spécialement. On avait dit tout à l'heure qu'il y avait une absence de parallélisme anatomoclinique. Donc, on peut avoir un 39 avec une appendicite, non, pas spécialement compliquée. Contracture, une défense. Alors, cette fois, c'est quoi l'échographie et la TDM? Quel est l'examen de choix entre l'échographie? Quel est l'examen de choix? Entre l'échographie et la TDM, quel est l'examen de choix? L'examen de première intention reste l'échographie. Si l'échographie n'est pas concluante, je vous l'ai dit tout à l'heure, si c'est un patient qui est obèse, c'est clair que l'échographie ne sera pas performante chez lui. Si c'est un patient qui a beaucoup de gaz ou il y a une aérocolite très importante, elle ne verra pas grand-chose. Et là, c'est là où le scanner trouve son intérêt. C'est quand on te pose la question. Chez la femme enceinte, oui. Est-ce qu'on peut faire une appendicectomie? Et c'est quoi la particularité de la femme enceinte? La particularité de la femme enceinte, ça reste une infection de l'appendice, donc elle est obligatoirement à opérer. Cela dit, il y a juste des mesures particulières par rapport à l'anesthésie de la femme enceinte, mais on est obligé d'aller enlever cet appendice, bien sûr. Le traitement médical, de toute façon, ne donnera pas. Et on te pose la question, ça c'est une question piège, attention, est-ce qu'il existe un traitement médical dans l'appendicite? Pardon? J'entends pas. Qu'est-ce qui? Est-ce qu'il existe un traitement médical de l'appendicite aiguë? On peut exceptionnellement tenter un traitement médical. C'est d'ailleurs la tendance parfois. Exceptionnellement. C'est docteur. Je passe excusez-moi. Docteur Sididis, enlève ton micro. Oui. Excusez-moi. Vous pouvez intervenir, il n'y a pas de souci. Est-ce que l'antibiothérapie Est-ce que je peux dire un mot sur l'antibiothérapie? Bien sûr. Monsieur Mayada. C'est une question d'actualité, je sais. Alors, je vais dire un petit mot parce que comme je suis un médecin qui aime bien le traitement médical des appendicites aiguës, et actuellement, au niveau de notre hôpital, on le fait depuis. Et on a d'excellents résultats. Voilà. Donc, est-ce qu'il a sa place? Oui, il a une bonne place actuellement. C'est controversé, c'est vraiment controversé. Dernièrement, même l'AFC a essayé un peu de ne pas trop se mouiller en prenant comme argument qu'on peut passer devant les appendices néoplasiques. Mais moi, je pense que le cancer de l'appendice n'est pas aussi fréquent. Oui. On peut essayer de choisir les malades pour leur donner un traitement médical. Donc, pour optimiser, il faut bien sélectionner les patients. Voilà, il faut sélectionner de bons patients. Je peux vous dire qu'on a une série à peu près de 140 patients et on a un taux de réussite qui avoisine les 96%. Donc, je pense que c'est hyper important. Oui, voilà. Qui sont résolutifs sous traitement médical. Ça passe par un scanner, hein? Non, pas de scanner. Nous, on a plutôt des arguments échographiques. Par rapport à l'épaississement. On a donné la limite. La limite, ça ne doit pas dépasser 10 mm d'épaisseur. L'hyperleucocytose aussi. Et absence d'ulcércolite. Voilà, c'est les deux limites. Et absence de signes de complications, évidemment. Après, ça devient des appendicites simples. On peut tenter de donner résolutif sous traitement médical et suivre d'une manière très rigoureuse ces patients. Tu fais confiance à l'échographie dans ta pratique. Il y avait bien des appendicites radiologiques qui n'avaient aucune traduction clinique, qu'il fallait surveiller et non pas opérer. Voilà. Docteur, quel est le rôle physiologique de l'appendice? Moi, je te prends les questions des externes. Hein. Quel est le rôle physiologique de l'appendice? On l'appelle amygdale.
des intestins. Donc, il a plutôt un rôle. Lymphoïde, organe lymphoïde. Voilà. Donc, dans la défense intestinale. On se demande également, en cas de plastron, c'est quoi le risque? Je pense que tu as déjà répondu. Hein. C'est quoi le risque de faire directement une appendicectomie? Dans le plastron, quel est le risque dans le plastron? Quel est le risque de faire directement une appendicectomie? Le risque d'intervenir directement, en fait, c'est très dangereux parce que c'est une région inflammatoire. Les anses sont inflammatoires, elles sont fragiles. On peut occasionner facilement des lésions, enfin, iatrogènes. Voilà, c'est-à-dire qu'on va blesser des anses qui sont vraiment très fragiles, sans grand intérêt. C'est plus délétère que bénéfique. Donc, on va d'abord attendre que toute cette inflammation cède, qu'elle réponde au traitement médical bien entrepris pour aller intervenir. L'intervention sera beaucoup plus facile, mais surtout beaucoup moins dangereuse. Un mot sur la particularité chez le diabétique. On te pose la question. J'ai pris les questions des externes. Hein. Ben, chez le diabétique, on sait que pour les neuropathies diabétiques, les patients habituellement ne ressentent pas très bien la douleur. Donc, quand ça commence à se manifester, c'est déjà un stade avancé. Donc, ça peut être un stade de plastron ou stade d'abcès. C'est pas fréquemment, c'est pas toujours qu'on tombe sur des appendicites que l'on pourrait traiter médicalement. Disons, comme moi. D'accord. Un externe te pose la question, une externe, je ne sais pas, hein, devant une suspicion d'une appendicite aiguë, on a 39 de fièvre. Est-ce que je suis en droit de suspecter une forme compliquée? En droit, oui. C'est pas forcément. 39 de température. Oui, 39 de température. En général, ça prédit d'une forme un peu avancée. Ça peut être un phlegmon, ça peut être ça peut être un phlegmon ça peut être surtout un phlegmon, mais on avait dit aussi au début qu'il n'y avait pas de parallélisme anatomoclinique. Un 39 peut aussi donner une appendicite à un stade vraiment de début, catarrhale, simple, sans aucune complication. Et on te pose une question. J'ai eu un mordu de pilotage qui m'a déjà posé cette question, donc je te la pose. Au bout de combien de temps après une appendicectomie, on peut reprendre l'activité, le sport? Oui, ça tu as. Ouais, et moi, j'ai eu un commandant de bord, il a voulu faire un vol le soir même. Le soir même, c'est peut-être pas très prudent, mais c'est pas très dangereux non plus. Après le sport, maintenant, les appendicites sont réalisées, les appendicectomies sont réalisées par des incisions vraiment très, très petites. Hein. On peut avoir un petit 2-3 cm, mais sinon, idéalement, c'est de la cellulose. Donc, la cicatrisation et puis la réhabilitation devraient être plus importantes, mais il faut savoir aussi que la cicatrisation de l'abdomen met du temps. Ça prend quand même quelques mois pour ne pas se taper une éventration. Donc, il faut surtout être prudent. Les grands mouvements qui entraînent une hyperpression en fait, intra-abdominale et une tension sur la paroi abdominale ne sont pas très recommandés les premiers temps. Donc, je pense que les 3-4 premiers mois, il faut rester quand même prudent. Ce n'est pas un sport de force. La marche, l'activité régulière, les trucs qui n'ont pas beaucoup de force, pourquoi pas? Bien sûr, on ne va pas rester dans son coin après une appendicite. Hein. D'accord. D'accord. Alors, je vais voir les questions. Alors, ça, c'est une question pratique, là. On vous pose la question, on vous dit, quand on a fait anatomie en deuxième année, on nous a dit qu'au bloc chirurgical, le chirurgien, il fait une intervention pour quelque chose et il fait une appendicectomie de principe. Est-ce que ça a un intérêt finalement? Ça a un intérêt parfois et surtout chez la femme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut être amené à intervenir pour une suspicion d'appendicite et finalement l'appendice n'est pas malade, c'est plutôt l'ovaire qui est malade ou c'est plutôt la trompe, mais on a quand même ouvert cette région. On a une cicatrice
qui laisse dire qu'il y a eu une appendicectomie. Donc là, on fait des appendicectomies de principe. Quand on intervient aussi pour des cancers de l'ovaire, des cancers gynécologiques, on fait des appendicectomies quand il s'agit d'un staging ou là surtout pour les maladies péritonéales. Donc là, ce sont des appendicectomies de principe. Bien sûr, elles ont leur place dans certaines pathologies. C'est pas de l'excès de zèle. Voilà, c'est pas abusif comme indication. D'accord. Et les externes apprécient le débat, hein, ça c'est le débat parfois contradictoire. Eh ben, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ça, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Ah, ils apprécient, oui. C'est bien ça. Comme ça, je ferai plus de cours. Ouais. Je n'ai pas fait exprès en plus. Hein. Parce que il y a pas mal de questions, ça. Voilà. Parce que dans le traitement médical, dans nos congrès, depuis Nadal, joueur de tennis, le traitement médical a pris de l'ampleur. D'accord. Apparition. Ok. Allez, Wahed, est-ce que vous pouvez expliquer le lâchage? Allez, lâchage, ouais. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que la technique il y a un intervenant. Non, vas-y, voilà. Non, c'est Sidi qui nous perturbe, il n'a pas coupé son micro. Allez, je vais le couper. Vous pouvez prendre la parole ou allège. C'est le chirurgien qui intervient, c'est normal. Qui chauffe le lâchage. Il n'y a pas de souci. Non, il est en train de discuter autre chose. Vas-y. D'accord. En fait, le lâchage, je vous l'ai dit tout à l'heure, on procède à une ablation, si vous voulez, de l'appendice. Et donc, quand on le coupe à sa base au niveau du côlon, au niveau du cécum plutôt, on va faire une suture, on va fermer, donc on va réaliser une suture, une fermeture de ce moignon, si vous voulez. Et parfois, cette suture, si le tissu est friable, si elle n'a pas été d'abord, on ne va pas incriminer toujours le tissu, si elle n'a pas été bien faite, si techniquement ça n'a pas été au top, si le tissu était finalement pas de très bonne qualité, on peut, après l'intervention, assister à un lâchage, c'est-à-dire que cette suture va se rompre et qui sera, bien sûr, je vous l'ai dit, c'est quand même le côlon qui va être en communication avec la péritonite, donc avec le péritoine, avec la cavité abdominale. Donc, il faudra certainement aller intervenir pour le refermer, voire même sectionner tout le cécum quand la réintervention n'est pas facile. Voilà. Très bien. Merci, Dr. Olavar. Je pense que tu as fait le tour des questions. En tout cas, c'était très interactif et c'était bien expliqué. Donc, il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas détaillé aussi l'anatomie, les différentes couches, les trucs, mais bon, je pense que ça, bien ça. Non, peut-être les trucs d'anatomie, mais ça, il pourrait le retrouver sur différents manuels. Mais si tu as un polycope à diffuser, envoie-moi ça par mail. Hein. D'accord. En tout cas, c'était très clair, c'était très bien, très beau. Je te remercie vivement. Merci beaucoup. J'espère à d'autres. Allez, bon courage à tous. Au revoir. Allez, salut. Au revoir. Salut. Et Sidi Idriss, tu peux partager ton écran, s'il te plaît? Voilà, tu peux sortir, mettre fin au truc. D'accord. Ok. D'accord, merci. Bye bye. Allez, bye bye. Salut. Mets en diaporama, c'est Idriss. Alors, je partage l'écran. Attends, je t'introduis d'abord. Hein. D'accord. Mets le diaporama. Mets ton mail, partage ton écran. Partage ton écran. Je peux lui dire bonjour. Ah ben salut, oui. Olabar, j'espère que tu vas bien. Ça va, Aïcha, alhamdoulilah. Super, ton cours, super. Les chirurgiens entre vous, hein? Naam. Les chirurgiens entre vous, vous vous entendez un peu trop. Un peu trop, bismillah. Super, ton cours. Bon, ça ne va pas fonctionner, donc à très vite. Salut, au revoir. Salut, au revoir. Merci beaucoup encore une fois. Merci à toi, Layada. À bientôt. C'est Idriss, bye bye.
Ah, il ne nous entend plus là. Là, Mets au mode diaporama. là c'est moi qui suis. Non, 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 ça n'a rien à voir là-dedans. Non, non, c'est moi qui n'arrive pas à sortir. Donc, arrêtez la vidéo, c'est ça. Fin. Arrêtez, quittez la réunion. Oui, non, quitter la réunion, je l'ai fait, hein, c'est bon. Non, mais on te voit toujours. La caméra, il n'y a que le son. Classe, je disparais, il n'y a pas de souci. Non, non, tu peux rester, hein. Je plaisante, bien sûr. Non, mais je plaisante. C'est Idriss. Oh là là, ça. C'est Idriss, tu m'écoutes? Ah, c'est notre espace.